Nous ne sommes qu'un gros sac d'atomes. On est plus ou moins organisé, c'est sûr. Les atomes vont pouvoir s'associer pour former des molécules, qui vont former des cellules, qui vont former des tissus, pour ensuite nous constituer nous. Mais à la base, on est quand même un gros sac d'atomes. Personnellement, j'aime bien Wikipédia parce qu'il y a toujours plein d'informations référencées par plein de sources. Là, par exemple, je cherchais la composition du corps humain par élément, c'est-à-dire par atome. Et rien que pour le pourcentage massique, il se trouve qu'il y a 6 sources différentes. On va parler un petit peu des atomes qui constituent notre corps et aborder très sommairement le thème des molécules. Qu'est-ce qu'un atome? Quelles sont ses propriétés? Qu'est-ce qui le définit? Comment est-ce qu'il est amené à réaliser des partages d'électrons? Comment est-ce qu'il forme des molécules? Par rapport au poids du corps humain, l'atome le plus important est l'oxygène. Il constitue 65% de notre masse corporelle. En réalité, l'atome d'oxygène est présent dans la molécule d'eau. Or, la molécule d'eau représente 60% en moyenne d'un corps humain adulte. S'agissant de l'eau, si le sujet vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo précédente. Mais dans tous les cas, on va faire des petits rappels ici. L'eau, H2O, est une molécule composée d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Or, l'oxygène est l'atome qui, dans la molécule d'eau, a le plus de poids. L'atome d'oxygène a un poids, que l'on appelle la masse atomique, qui est 16 fois plus grande que la masse atomique de l'hydrogène. Ce qui veut dire que l'essentiel de la masse de la molécule est dû à la présence de l'oxygène. L'eau étant le constituant majeur de notre corps, il est assez logique que l'essentiel de la masse de notre corps soit dû à la présence de l'oxygène. Ensuite vient le carbone, qui représente 18% de la masse corporelle. Je considère que le carbone est hyper important, car c'est celui-là qui fait de nous des êtres organiques. Puis il y a l'hydrogène qui représente 10% de la masse de notre corps. Pour l'hydrogène, il faut préciser une petite chose, car parler de sa masse n'est pas très révélateur. Il se trouve que l'hydrogène est l'atome le plus simple de l'univers, le plus léger. Donc comparer la masse de l'hydrogène à la masse du carbone et de l'oxygène, qui sont respectivement 12 et 16 fois plus lourds que l'hydrogène, ne permet pas de se rendre compte de son importance dans le corps humain. En revanche, si l'on s'intéresse au pourcentage atomique de notre corps, c'est-à-dire le pourcentage en nombre d'atomes et non en masse d'atomes, il se trouve que l'hydrogène, c'est 62% de notre corps. L'hydrogène est donc plus présent dans notre corps que tous les autres atomes réunis. Voici donc, en regardant les choses d'un point de vue quantitatif, les 3 atomes les plus importants de notre corps. L'hydrogène, le carbone et l'oxygène. À eux 3, ces atomes représentent 93% de la masse de notre corps et 98% du nombre total des atomes de notre corps. Cependant, il y a un 4e atome que je ne veux pas négliger. Ses proportions dans notre corps sont bien moins grandes, mais son importance est primordiale. Il se trouve que cet atome est présent dans nos protéines et notre ADN. Je veux bien entendu parler de l'azote. Cette vidéo se consacrera donc à ces 4 atomes. L'hydrogène, le carbone, l'azote et l'oxygène. Évidemment, ce ne sont pas les seuls atomes de notre corps humain. Il y en a beaucoup d'autres qui sont essentiels. Par exemple, sans le calcium de nos os ou encore le phosphore de notre ADN, on n'irait pas bien loin. Mais je ne tiens pas à parler de tous les atomes qui constituent notre corps. Et si vous comprenez les informations que je vais donner pour ces 4 atomes, alors le reste vous paraîtra logique pour tous les autres atomes. Les atomes sont constitués d'un noyau et d'électrons. Les électrons sont ce que l'on appelle des particules élémentaires, c'est-à-dire que l'on suppose qu'elles ne sont pas constituées de particules plus petites, mais que ce sont des particules entières. En fait, le nombre d'électrons que possède un atome va le définir. Par exemple, l'hydrogène possède 1 électron, le carbone en possède 6, l'azote en possède 7 et l'oxygène en possède 8. Et on dit vulgairement que les électrons gravitent autour du noyau de l'atome. On pourrait donc imaginer l'électron qui gravite comme ça autour du noyau de l'atome. Mais en réalité, les électrons sont situés dans ce que l'on appelle des couches électroniques, c'est-à-dire des couches d'énergie autour du noyau de l'atome et qui définissent précisément les endroits où peuvent se trouver ces électrons. Il y a donc des niveaux d'énergie, des couches électroniques bien précises où peuvent se trouver les électrons autour du noyau de leur atome. Et ça, c'est défini par ce qui s'appelle la mécanique quantique. Pour expliquer les choses d'une manière un peu plus imagée, on va prendre l'exemple d'un oignon. Les ogres sont comme les oignons. Ils schlinguent. Oui. Non. Oh, ils piquent les yeux. Non. Ah, ils se font sauter. On les couche sur une pâte brisée et on enfourne la pisse à la dière. Non. Ils ont des couches. Oignon, avoir, couche. Disons que le centre de cet oignon va représenter le noyau de l'atome. La première couche de l'oignon, celle qui va être la plus proche de son centre, la plus proche du noyau de l'atome, elle s'appelle la couche K et elle peut être remplie par 2 électrons. La deuxième couche en partant du centre s'appelle la couche L et elle peut être remplie par 8 électrons. La couche suivante s'appelle la couche M et peut être remplie par 18 électrons. Et ainsi de suite, ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. À présent, prenons l'oignon hydrogène et regardons un petit peu comment est-ce qu'il s'organise. Vous avez au centre le noyau de l'oignon, le noyau de l'atome, et la première couche à côté qui s'appelle la couche K et qui est remplie par 1 électron parce que l'oignon hydrogène ne possède qu'un électron qui gravite autour. Voici donc comment on note les choses. L'atome d'hydrogène, donc d'électron 1, et on marque K puissance 1. Pour les autres atomes, le carbone, l'azote et l'oxygène, la première couche K va être remplie par les 2 électrons, et la couche suivante, la couche L, va être remplie respectivement par 4, 5 et 6 électrons. On les note donc de cette manière. Pour le carbone, K2L4, pour l'azote,
K2L5 et pour l'oxygène K2L6. C'est cette répartition des électrons dans leurs couches électroniques qui est bien précise, qui va définir comment les atomes se lient entre eux en respectant deux règles que l'on appelle la règle du duet et la règle de l'octet. On vient donc de le dire, il existe deux règles en physique qui vont définir la manière dont les atomes se lient entre eux, la règle du duet et la règle de l'octet. A la base, ces deux règles disent la même chose. Pour un atome possédant une couche électronique en cours de remplissage, il faudra qu'à terme, cette couche électronique soit remplie à son maximum. De cette manière et en respectant ces règles, l'atome d'hydrogène cherchera à obtenir 2 électrons pour remplir au maximum sa couche K pour qu'elle devienne K2. De la même manière, les atomes de carbone, d'oxygène et d'azote chercheront à remplir leur couche électronique L au maximum pour obtenir la conformation K2L8. Et il se trouve que pour réussir à faire cela, les atomes peuvent partager leurs électrons. Grossièrement, on va dire qu'un atome va demander à un autre atome de lui prêter ses électrons pour remplir ses propres couches électroniques. Si on résume les choses, les atomes possèdent un nombre d'électrons qui définissent cet atome. Ces électrons sont répartis dans des couches électroniques. Il faut, pour répondre aux règles du duet et de l'octet, que ces couches électroniques soient remplies au maximum. Les atomes cherchent donc à remplir leurs couches électroniques au maximum, et pour réussir à faire cela, ils vont réaliser des prêts d'électrons. Et c'est à ce moment précis que les choses se déroulent selon la règle du duet et de l'octet. Pour les atomes que nous étudions, la règle du duet s'applique à l'atome d'hydrogène. Cette règle du duet dit que l'atome d'hydrogène doit s'entourer de 2 électrons afin de remplir sa couche électronique K2. La règle de l'octet, elle, s'applique pour les 3 autres atomes qui nous intéressent ici, le carbone, l'azote et l'oxygène. Et elle dit que ces atomes vont chercher à s'entourer de 8 électrons. De cette manière, leurs couches électroniques peuvent être remplies et on aura donc la conformation K2L8. L'atome d'hydrogène cherche donc à gagner 1 électron, l'atome de carbone cherche à en gagner 4, l'atome d'azote cherche à en gagner 3, et l'atome d'oxygène cherche à en gagner 2. Concernant ces règles du duet et de l'octet, je vous renvoie à la vidéo de la chaîne Les Bons Profs. Il existe une représentation qui va nous permettre d'imager ça, et donc la manière dont les atomes vont s'entourer d'électrons pour réaliser leur partage d'électrons avec d'autres atomes. Cette représentation s'appelle la représentation de Lewis. Cette représentation nous dit que pour dessiner un atome, on va utiliser son symbole chimique, par exemple pour l'hydrogène H, et dessiner autour de cet atome un point par électron de sa couche électronique en cours de remplissage. Voilà ce que cela donne pour nos atomes. Ces représentations correspondent aux configurations K1, K2L4, K2L5, K2L6. Et tout à l'heure on a dit... L'atome d'hydrogène cherche donc à gagner 1 électron, l'atome de carbone cherche à en gagner 4, l'atome d'azote cherche à en gagner 3, et l'atome d'oxygène cherche à en gagner 2. Sauf que pour chaque électron qu'un atome cherchera à gagner, il devra mettre en gage un de ses propres électrons. C'est du donnant-donnant en fait, le prêt d'électrons. Ainsi, l'atome d'hydrogène pourra gagner un électron en provenance d'un autre atome, à condition que lui-même prête son propre électron. Par exemple, 2 atomes d'hydrogène, cherchant chacun à gagner un électron auprès de son voisin, devront également prêter leur propre électron. Ce double prêt d'électrons entre les 2 atomes est représenté par un trait liant les 2 atomes entre eux. Cette molécule s'appelle le dihydrogène. 2 hydrogènes, 2 atomes d'hydrogène. Il se trouve que c'est la molécule la plus simple de notre univers, parce qu'elle est composée de l'atome le plus simple que l'on connaisse, et qu'elle n'est constituée que de 2 atomes. Le problème est que cette molécule est tellement simple et tellement légère, que même la gravité terrestre ne parvient pas à la maintenir sur Terre, et donc elle s'envole dans l'espace. En plus, il se trouve que cette molécule a une fâcheuse tendance à exploser en présence de l'air. Revenons donc à notre double prêt d'électrons. Ce double prêt représenté par un trait liant les 2 atomes entre eux. Il se trouve que ce trait s'appelle le doublet liant ou la liaison covalente. De cette manière, chacun des atomes de la molécule de dihydrogène possède 2 électrons et remplissent leur couche électronique K2. On vient donc de voir comment 2 atomes se retrouvent liés entre eux et comment est-ce qu'ils forment une molécule. Si on refait la même gymnastique avec un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène, voilà ce que l'on va obtenir. Dans cette molécule, on se rend compte que l'atome de carbone est entouré de 8 électrons et donc répond à la règle de l'octet. De plus, chacun des 4 atomes d'hydrogène est entouré de 2 électrons et répond donc bien à la règle du duet. Cette molécule, le CH4, s'appelle le méthane. C'est cette molécule qui sort de la bouche des vaches quand elles rotent. En reprenant la même logique avec l'atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, on retrouve l'ammoniac et l'eau. Il se trouve que les électrons qui ne vont pas être partagés et qui vont rester arrimés aux atomes d'azote et d'oxygène vont s'organiser en ce que l'on appelle des doublets non liants. Ces doublets non liants ou liaisons non covalentes sont représentés par ces traits. On obtient donc ces représentations-là pour les molécules d'ammoniac et d'eau. On voit donc que les propriétés d'un atome, et plus précisément son nombre d'électrons, définissent à combien d'autres atomes ils peuvent se lier. L'hydrogène se lie donc à un autre atome, le carbone à 4 autres, l'azote à 3 autres et l'oxygène à 2 autres. On vient de dire que l'atome d'oxygène doit se lier à 2 autres atomes pour respecter sa règle de l'octet.
Mais c'est pas tout à fait vrai. En réalité, l'atome d'oxygène peut également se lier 2 fois avec le même atome, c'est-à-dire réaliser 2 fois un doublé liant avec le même atome. Et de cette manière, on peut obtenir ce genre de molécules. Ici, on voit bien que chaque atome d'oxygène respecte bien la règle de l'octet car il est entouré de 8 électrons. L'atome d'oxygène de gauche est donc lié 2 fois à l'atome d'oxygène de droite. C'est ce que l'on appelle une double liaison. Cette molécule s'appelle le dioxygène, 2 oxygènes, et c'est cette molécule que nous respirons et qui oxygène nos muscles. De la même manière, et comme pour l'atome d'oxygène, il se trouve que l'atome d'azote peut se lier 2 fois au même atome, voire même 3 fois au même atome. En voici des exemples avec l'acide nitreux et le diazote. On remarque donc que dans la molécule d'acide nitreux, il y a une double liaison liant l'atome d'azote à l'atome d'oxygène, et dans la molécule de diazote, on a ce que l'on appelle une triple liaison. Ce diazote est la molécule qui constitue en majorité, à hauteur de 78%, l'air qui nous environne. Dans les molécules que nous venons de voir, si vous vérifiez, vous remarquez bien que chaque atome respecte les règles auxquelles ils sont attachés. Les atomes d'hydrogène respectent bien la règle du duet, qui dit qu'il doit s'entourer de 2 électrons, et les atomes de carbone, d'oxygène et d'azote, même s'il y a présence de double liaison et triple liaison, respectent bien la règle de l'octet. De cette manière, les atomes peuvent s'associer entre eux pour former des molécules, et même des molécules bien plus complexes que l'eau, le méthane ou encore l'acide nitreux. Par exemple, les atomes peuvent s'associer entre eux pour former les molécules que l'on appelle les glucides, les molécules de sucre. Ils peuvent également créer des molécules qui s'appellent les lipides, les molécules de graisse, voire même constituer des macromolécules comme les protéines ou l'ADN que nous verrons dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et vos critiques sont les bienvenues pour nous aider à nous améliorer.